Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de répondre à Sandrine qui m'a envoyé par mail sa question, et sa question c'était que je donne des explications sur ce qu'étaient les tests de non-régression et en l'occurrence comment on les utilise en business analyst, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel évolue le business analyst dans les projets de système d'information. Un business analyst, il se concentre, déjà en termes de discipline, il se concentre généralement sur l'identification des besoins métiers et la détermination de solutions aux problèmes d'une organisation. J'ai vraiment très souvent abordé le sujet de ce qu'était la business analyst, donc si ça n'est pas encore très familier pour vous, je vous invite à aller regarder sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour avoir toutes les informations sur cette très vaste discipline. En tout cas, juste pour synthétiser, il faut savoir que les solutions que va recommander puis décrire le business analyst sont orientées soit gouvernance, soit métier, soit en système d'information. Donc, si un business analyst travaille dans un projet de système d'information et donc dans l'optique d'aider à la mise en place d'un logiciel ou d'un système d'information, eh bien, il va effectivement être confronté à un moment donné à une activité de test et les tests de non-régression font partie de cette grosse activité de test. Alors, il faut savoir également qu'un business analyst n'est pas un expert technique, n'est pas un expert métier. Il est au carrefour du métier, de l'informatique, en tout cas de la technologie et de la gestion de projet, mais il n'est pas a priori un expert métier, même si avec les années, il peut le devenir. En tout cas, c'est pas là où il va apporter de la plus-value. Donc, dans cette vidéo, étant donné que beaucoup d'entre vous qui me regardez n'êtes pas des experts techniques, je vais vulgariser mes explications en matière de tests de non-régression, de manière à mettre en évidence comment ceux-ci s'intègrent dans l'assurance qualité du développement logiciel, comment ils ajoutent également de la valeur à la chaîne de processus de l'organisation en général, également au sein du projet informatique, comment ils vont ajouter ces tests de non-régression de la valeur au projet informatique et évidemment au logiciel cible en particulier. Donc, je vais vraiment pas rentrer dans des détails techniques complexes. C'est vraiment pour que vous qui me regardez, qui êtes sur cette chaîne dédiée à la business analyse en système d'information, vous compreniez ce que sont donc les tests de non-régression, à quoi ils servent, tant au niveau du logiciel que au niveau des implications économiques et des enjeux métiers. Voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous comprendrez mieux ce que sont les tests de non-régression, comment ils s'intègrent dans le cycle de vie d'une solution logicielle, comment également ils impactent les processus et les décisions métiers, et enfin, quels sont les risques et les limites liées à l'absence ou à la mise en œuvre des tests de non-régression. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis business analyst mais également conférencière, coach, formatrice et productrice de contenu en business analyst. Si vous voulez des informations sur cette vaste discipline qu'est la business analyst, je vous invite à aller regarder mon site internet bestofbusinessanalyst.fr qui est un complément, on va dire même une mine d'or, un complément de cette chaîne YouTube. Je sais que certains d'entre vous ne sont abonnés qu'à la chaîne YouTube, mais je vous assure que sur le site internet, vous allez trouver plus d'informations qui vont compléter votre connaissance de la business analyse. Voilà, vous pouvez également trouver des modèles à télécharger, un livre blanc, des e-books, des formations, du coaching, beaucoup d'informations écrites, des podcasts, etc. que vous ne trouvez pas sur cette chaîne YouTube. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Alors, on va revenir donc à la question que m'a posée Sandrine sur les tests de non-régression. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'aime bien structurer mes réponses. Donc, comment ça se passe si vous êtes nouveau sur cette chaîne? Vous pouvez m'envoyer vos questions sur la business analyse ou tous les sujets qui tournent autour de la business analyse. Et c'est une discipline qui est très vaste. Donc, beaucoup de sujets, si vous regardez un petit peu les différentes thématiques de mes vidéos, peuvent concerner de près ou de loin la pratique de la business analyse. Vous pouvez m'envoyer donc vos questions à alice@bestofbusinessanalyst.fr. Toutes les informations sont dans la description de cette chaîne et également dans la description de cette vidéo. Et puis moi, en fait, je me liste un petit peu toutes les questions que vous vous posez et puis j'y réponds de manière, on va dire plus simple. Hein, ça permet à beaucoup de gens d'avoir des réponses qu'une personne se pose, mais en général, c'est pas qu'une seule personne se pose, c'est que beaucoup d'autres personnes se posent. Voilà, donc ça, c'est la manière de faire. Et donc, c'est Sandrine qui m'a envoyé sa question sur est-ce que tu peux nous parler un peu plus des tests de non-régression puisqu'elle rencontre cette problématique actuellement sur sa mission. Alors, déjà, il est important de reconnaître le rôle essentiel que jouent les tests de non-régression dans le développement des solutions informatiques.
Quand on apporte des modifications à un logiciel, que ce soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger des bugs ou améliorer les performances existantes, eh bien, il existe un risque que ces changements introduisent de nouveaux bugs ou affectent négativement les fonctionnalités existantes du logiciel. Il arrive aussi que ces changements modifient les besoins métiers qui sont initialement couverts par les fonctionnalités implémentées dans le logiciel, tout au début quand on l'a conçu. Mais en fait, ça c'est vraiment autre chose, je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo, c'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact. Lorsqu'on a un ticket, par exemple quand on est en maintenance évolutive et corrective, qu'on reçoit un ticket d'un utilisateur, eh bien on va d'abord évaluer l'impact que ce ticket ou cette demande de changement, par exemple, a sur le logiciel. On va regarder si c'est un impact au niveau des besoins métiers qui étaient initialement couverts par les fonctionnalités du logiciel. Donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo, encore une fois. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment les deux premiers cas de figure, c'est-à-dire le risque d'introduction de nouveaux bugs suite à la correction d'anomalies ou à l'ajout de fonctionnalités. Donc là, c'est vraiment à cet endroit que les tests de non-régression entrent en jeu. Alors, les tests de régression, ils sont conçus pour s'assurer que les modifications récentes du logiciel n'ont pas affecté les fonctionnalités existantes. En d'autres termes, ils vont confirmer, les tests de non-régression, que le logiciel il fonctionne toujours comme prévu après les modifications. Ce processus aide à maintenir la qualité du logiciel, garantissant ainsi que les nouvelles versions sont aussi stables et fiables que les précédentes. Alors, on est sur une chaîne sur la business analyst, donc j'essaie toujours de la ramener, quand c'est des considérations techniques comme ça, à la pratique de la business analyst, et là, en l'occurrence, dans les projets de système d'information. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser les tests de non-régression comme un élément de sauvegarde crucial. C'est en effet grâce aux tests de non-régression qu'on s'assure que la solution logicielle continue de répondre aux besoins métiers et aux exigences logicielles, donc aux exigences fonctionnelles comme non fonctionnelles. Si d'ailleurs vous ne savez pas ce que sont des exigences non fonctionnelles, donc exigence fonctionnelle égale fonctionnalité, exigence non fonctionnelle, eh bien ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous trouverez également sur mon site internet un modèle gratuit à télécharger, plutôt un guide gratuit à télécharger avec les grandes familles d'exigences non fonctionnelles et les questions que vous devez vous poser pour aller les recueillir. Donc ça, c'est bestofbusinessanalyst.fr. Vous allez regarder dans le menu ressources et le sous-menu modèle gratuit et vous allez trouver entre autres modèles et templates téléchargeables, les exigences non fonctionnelles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation des tests de non-régression en business analyst, c'est vraiment pour s'assurer que la solution logicielle, elle va vraiment continuer de répondre aux besoins métiers et surtout que les exigences logicielles ne sont pas affectées par l'introduction de corrections de bugs ou de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, effectivement, c'est également après les mises à jour ou des changements qui garantissent que la valeur métier ou commerciale du logiciel ne sont pas compromises. C'est donc des tests qui vont aider à identifier des problèmes tôt dans le cycle de développement, ce qui conduit également à économiser potentiellement du temps et des ressources plus tard. Donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, vous êtes sur des projets agiles ou on va dire une gestion de projet incrémentale itérative, pas forcément que agile, parce que oui, il y a aussi des gestions de projet, des modèles de gestion de projet incrémentale et itératifs qui ne sont pas agiles. Je réponds au passage à des questions qu'on m'a posées. Je l'aborderai dans une autre vidéo, bien entendu. Mais voilà, dans le cycle de développement agile, c'est vraiment au moment de la construction du logiciel qu'on a énormément de tests de non-régression. Et après, si vous êtes sur des méthodes de gestion de projet non agiles, vous allez les rencontrer si c'est plutôt incrémental. Donc, on va rajouter des incréments de produits, mais pas à une fréquence aussi élevée qu'en agilité. Ou alors, ça sera également dans la maintenance évolutive et corrective. À chaque fois qu'il y aura un ticket utilisateur, une correction d'anomalie ou la mise en place répondre à un besoin par la mise en place d'une évolution mineure, ce qui est le cadre de la maintenance évolutive et corrective, eh bien, il faudra vérifier par les tests de non-régression qu'on n'a pas cassé, entre guillemets, ce qui fonctionnait bien avant. Et donc, évidemment, ça économise du temps et des ressources par rapport à si on le découvrait bien après, bien entendu. Alors, dans la suite de cette vidéo, je vais vous proposer de répondre aux questions suivantes. Donc, j'ai mes petites notes face à moi, comme d'habitude, puisque je prépare cette vidéo et donc je suis un plan pour que vous puissiez me suivre avec facilité. Alors, les questions auxquelles je vais répondre, ça sera tout d'abord comment les tests de non-régression s'intègrent-ils dans le cycle de vie du développement logiciel et pourquoi ils sont indispensables pour maintenir la qualité du produit logiciel.
Deuxième question auquel je vais répondre, c'est les implications commerciales, économiques, on va dire métiers, d'une absence de test de non-régression dans le processus du développement de logiciels. Donc là, la première question, c'était à quel moment en fait du cycle de vie logiciel on fait des tests de non-régression et pourquoi ils sont indispensables dans ce processus de création du logiciel. La deuxième partie, c'est plutôt orienté métier et enjeux économiques. Pourquoi c'est important de le faire et les implications que ça a de ne pas le faire, mais cette fois-ci avec une vision enjeux économiques et métier. Ensuite, troisième point, quels sont les défis et les limites qui sont associées à la mise en œuvre des tests de non-régression. Donc ça va être plutôt en conclusion, puisque effectivement, des tests de non-régression, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais je vous dirai tout ça en conclusion. Voilà. Alors, première partie, donc les tests de non-régression dans le cycle de développement du logiciel. Donc dans cette première étape, on va essayer de comprendre, je vais essayer de vous transmettre en tout cas la compréhension de l'intégration des tests de non-régression dans le cycle de vie du développement logiciel. Donc ça, j'en ai parlé à de nombreuses reprises dans mes articles, dans mes vidéos, etc. Donc là encore, je vous invite à aller regarder sur mon site internet qui va vous donner toutes ces différentes étapes de développement logiciel et donc à quel moment le business analyst intervient pour aider, pour participer à ce développement logiciel. Donc, les tests, comme d'autres activités d'analyse, de conception fonctionnelle, etc., ils s'intègrent dans le cycle de développement d'un logiciel, également au niveau du déploiement, et ils contribuent à préserver l'intégrité fonctionnelle et la fiabilité du logiciel à travers les mises à jour et les modifications. Donc en fait, on a 4 façons, on va dire 4 objectifs poursuivis par les tests de non-régression pour soutenir, sécuriser la qualité du produit logiciel. Je vous rappelle qu'en tant que business analyst, notre objectif, c'est d'apporter par le biais d'une solution informatique, quand on est dans le cadre d'un projet de système d'information, d'apporter une satisfaction utilisateur qui réponde, qui permette de satisfaire des besoins métiers et qui respecte les enjeux stratégiques et tactiques de l'organisation. Et donc, cette qualité du produit logiciel en termes métiers fonctionnels et non fonctionnels, c'est ça que nous, on va sécuriser et c'est pour ça qu'on est payé, entre guillemets. Voilà. Donc, les tests de non-régression, ils vont soutenir la qualité du logiciel de 4 manières essentiellement. Tout d'abord, par le biais de l'intégration continue. Alors, je ne vais pas aller trop loin dedans parce que là, ça nécessiterait de faire une grosse vidéo, mais il faut savoir que dans les méthodologies agiles ou DevOps, les tests de non-régression sont souvent automatisés et intégrés dans le pipeline d'intégration continue. Donc après chaque commit, donc un commit c'est la soumission du code en fait modifié du logiciel ou du code modifié ça peut être une fonctionnalité, ça peut être pas forcément le logiciel en entier bien entendu. Donc à chaque commit, le système il exécute automatiquement ses tests pour s'assurer que les changements n'ont pas affecté les fonctionnalités existantes. Donc ça c'est vraiment dans les projets, dans les méthodes de projet où il y a une intégration continue des modifications. Il y a certains projets qui ne le font pas, où il y a des dates de release en fait qui sont prévues dans le mois. Par exemple, une release d'un nouveau code, une nouvelle version du logiciel modifiée par les développeurs par mois ou tous les 15 jours. Mais dans d'autres, on va dire, méthodologies de gestion de projet, ce sont des intégrations continues où dès qu'il y a une correction, tout de suite, cette correction, elle est proposée, mise à jour dans le logiciel qu'utilisent les utilisateurs. C'est ce qu'on appelle l'intégration continue. Donc, dans ce cadre-là, et je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse ce que c'est que DevOps ou méthode agile, dans ce cadre-là, les tests de non-régression, ils sont évidemment automatisés parce que sinon, c'est impossible de tout faire à la main. Voilà. Et c'est vraiment intégré dans ce processus d'intégration continue. Deuxième façon de faire avec les tests de non-régression, c'est dans le domaine de l'assurance qualité. Alors, avant de déployer une nouvelle version du logiciel, une suite exhaustive de tests de non-régression est exécutée pour garantir que toutes les fonctionnalités anciennes comme nouvelles fonctionnent comme prévu. Cela aide à maintenir la confiance dans la stabilité et la fiabilité du logiciel. Donc, vous voyez par exemple des postes de QA Engineer, ingénieur Quality Assurance, voilà. Ce sont des postes qui ont pris de l'ampleur, qui sont de plus en plus connus, notamment, encore une fois, dans les approches agiles, dans tous les projets où il y a de l'intégration continue, on a une personne qui est responsable de l'assurance qualité. Ensuite, le test de non-régression, on les retrouve où? Dans la maintenance et les mises à jour. Donc,
Pour résumer, si vous ne connaissez pas très bien tout ça, on a dans le cycle de vie d'une solution logicielle un avant-projet. Donc, c'est avant de lancer un projet, on va faire des études d'opportunité, analyse de faisabilité, analyse de rentabilité par le biais d'un business case, pour s'assurer que la demande initiale, la nouvelle idée, a vraiment un intérêt économique pour l'entreprise et que l'entreprise elle est en capacité à mener à bien un projet. Donc ça, c'est le domaine de la business analyse. C'est là que le BA, en avant-projet, il va faire donc tous ces livrables que je viens de mentionner. À la fin de cette pré-analyse, il y a un go ou no-go projet. S'il y a un no-go projet, on s'arrête là. C'est qu'on a considéré que la demande initiale n'a pas, on va dire, de retour sur investissement qualitatif et quantitatif suffisant ou que l'entreprise n'a pas la capacité à mener à bien ce projet. Si c'est un go projet, ça veut dire qu'on estime que le retour sur investissement qualitatif, quantitatif et la capacité de l'entreprise sont au rendez-vous et on va lancer un projet informatique qui répond à des bonnes pratiques très très précises avec un cycle de vie projet d'analyse, de conception fonctionnelle générale, détaillée, conception technique, au niveau de l'architecture, au niveau des bases de données, etc., etc. Et après, le développement en tant que tel, les tests unitaires d'intégration, les tests métiers. Et donc, on va retrouver la partie test de non-régression à ce moment-là du cycle de vie projet. Et puis après, une fois que le projet est terminé, que le logiciel tout ou partie, parce que parfois, selon la méthode de gestion de projet, on va livrer le logiciel en entier, parfois juste des composants, parfois des versions. Enfin voilà, je ne vais pas revenir dessus, je l'ai abordé dans de nombreuses vidéos et articles et je vous invite à aller regarder si c'est pas très clair pour vous. En tout cas, à la fin de ce projet, on a un go live ou en tout cas un product incrément, donc une mise à disposition au niveau des utilisateurs finaux de ce logiciel. Et après, on a une période de garantie, puis une période de maintenance évolutive et corrective qui va s'étaler jusqu'à l'obsolescence du produit logiciel. Donc, quand on est dans la phase de maintenance, alors j'ouvre une parenthèse, si vous voulez vous professionnaliser au métier de business analyst, sachez que je propose une formation qui est professionnalisante, qui vous permet d'acquérir toutes les bonnes pratiques de ce métier de business analyst. Vous la retrouverez sur mon site internet, devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Vous trouverez également d'autres formations sur le métier de business analyst. Mais en fait, tout ce que je vous dis là, c'est évidemment détaillé de manière très très pointue dans la masterclass devenir business analyst en système d'information de A à Z, où je vous donne vraiment toutes les bonnes pratiques pour le faire, des tas d'exemples, des tas d'illustrations, des modèles à télécharger. Je vous explique comment compléter chacun de ces livrables. Donc, quand je vais rentrer pas dans le détail parce que c'est 50 heures de formation. Donc, évidemment, dans une vidéo sur YouTube, je peux que vous expliquer un petit peu le contexte, mais sans aller dans le détail plus précis. Et si vous voulez avoir vraiment toute l'information et la formation, eh bien, je vous invite à me contacter ou à aller regarder sur mon site internet. Je referme la parenthèse. Donc, dans les tests de non-régression, eh bien, ceux-ci sont cruciaux lors de la phase de maintenance. C'est-à-dire que lorsqu'un bug est corrigé ou qu'une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, eh bien, ces tests, ils s'assurent que les modifications n'introduisent pas de nouveaux problèmes dans les parties non modifiées du logiciel. Et puis enfin, en matière de documentation et de conformité, il faut savoir que les tests de non-régression fournissent une documentation cohérente qui prouve que le logiciel fonctionne correctement, ce qui est crucial pour la conformité réglementaire dans de nombreux secteurs. Moi qui ai travaillé par exemple dans l'aéronautique, je peux vous assurer que cette partie-là est extrêmement documentée parce que ça fait partie des exigences de conformité réglementaire qui sont demandées par les autorités supranationales. Voilà. Mais évidemment, par exemple, si vous travaillez dans la banque, c'est la même chose. Donc, vous voyez que les tests de non-régression, ils permettent aux équipes de développement de procéder à des mises à jour ou à des modifications du logiciel tout en préservant l'intégrité fonctionnelle de l'application. Ils représentent donc une assurance contre les régressions et garantissent que les améliorations continues n'entraînent pas de détériorations involontaires de la performance ou de la fonctionnalité. Alors maintenant, dans une deuxième partie, maintenant qu'on va dire que vous comprenez à quoi servent les tests de non-régression dans la qualité logicielle et à quel moment en fait on les déroule et on les prévoit, eh bien, je voudrais prendre le problème à l'envers et préciser finalement pourquoi le fait de ne pas faire de tests de non-régression a des implications négatives du côté des enjeux métiers de l'organisation. Alors,
Pourquoi je veux vous expliquer ça? Parce que quand on est business analyst, c'est important de comprendre cette perspective parce qu'un business analyst ne doit pas être un simple exécutant qui réalise machinalement des tâches. Il doit toujours comprendre le sens de ses actions pour faire le lien entre le logiciel et le métier, entre la pratique technique et les résultats économiques sur l'entreprise. Donc les tests de non-régression, lorsqu'ils sont bâclés ou omis, eh bien, ils comportent des risques et ils peuvent affecter négativement la chaîne de valeur de l'organisation. Alors voici quelques conséquences potentielles à ne pas faire de test de non-régression. Tout d'abord, évidemment, l'insatisfaction du client, parce que si de nouvelles versions du logiciel sont boguées, où il y a des anomalies ou compromettent des fonctionnalités existantes, évidemment, ça, c'est très agaçant, c'est frustrant pour le client. Ça peut affecter évidemment les relations et la fidélité des clients quand ils sont externes et en interne, évidemment, la performance des collaborateurs. Voilà, hein, vous avez un logiciel bureautique, il y a une mise à jour de votre outil préféré, et puis ce qui fonctionnait bien avant, vous avez l'habitude, ça marche plus. Il y a peut-être certes de nouvelles fonctionnalités, mais les anciennes ne marchent plus comme il faut. C'est agaçant, etc. Donc c'est pareil, évidemment, dans le cadre d'une entreprise, d'une organisation. C'est l'insatisfaction du client qui est un risque majeur de ne pas faire de test de non-régression. Autre conséquence négative de ne pas faire de test de non-régression, donc toujours côté, on va dire, enjeux économiques de l'organisation et métier, eh bien, les coûts supplémentaires. Les problèmes non détectés qui atteignent la production peuvent être coûteux. Donc, quand je dis la production, c'est l'utilisation en environnement de production du logiciel. Donc, de tous les, c'est pas de la production industrielle, hein, c'est dès qu'un logiciel est utilisé, ça peut être par le département comptable, marketing, etc. Tout ce que vous voulez comme département d'entreprise. En tout cas, c'est ce qu'on appelle l'environnement de production. Eh bien, donc, les problèmes non détectés qui atteignent cet environnement de production peuvent être coûteux à réparer, nécessitant des ressources supplémentaires pour résoudre des problèmes d'urgence et potentiellement compenser les clients pour les désagréments subis. Donc, les clients externes, imaginez, voilà, je sais que vous êtes un certain nombre à être dans la banque, en région parisienne notamment. Imaginez que le nouveau portail web qui est mis en production pour les clients finaux de la banque, eh bien, il comporte des anomalies. Par exemple, ils peuvent pas faire leur virement et que du coup, il y a des, je sais pas, où ils peuvent pas faire certaines opérations qui sont du coup facturées par la banque. Par exemple, ils doivent faire un virement pour équilibrer leur compte. Il y a un bug parce que le test de non-régression n'a pas été fait. Du coup, ils peuvent pas le faire le jour même, ils le font le jour suivant. Du coup, ils sont facturés par des agios. Là, potentiellement, il faudra on va dire indemniser, on va dire les clients pour les désagréments subis. Ça peut être bien entendu bien plus que juste le montant des agios. Hein. Ça dépend vraiment des entreprises et des secteurs d'activité. Donc ça, c'est une autre conséquence négative à ne pas faire de test de non-régression. Une autre conséquence négative potentielle de ne pas faire de test de non-régression, ce sont les délais de mise sur le marché, puisque les retards dans la découverte de problèmes peuvent entraîner des retards dans le lancement de produits permettant potentiellement aux concurrents de prendre de l'avance et de capter une part de marché précieuse. Il faut savoir vraiment que actuellement, on est dans un monde économiquement parlant qui va très très vite. Le time to market, le temps entre l'idée et la mise sur le marché du produit ou du service en question est extrêmement raccourci et dans un monde très concurrentiel, eh bien c'est le premier qui a dégainé qui souvent prend les départs de marché le premier. Donc forcément, des retards dans la découverte de problèmes parce qu'on n'a pas fait de test de non-régression, ça peut potentiellement avoir des enjeux économiques importants. Ensuite, ça peut être une notion d'endommagement de la réputation, puisque des erreurs répétées peuvent nuire à la réputation d'une entreprise, rendant plus difficile l'acquisition de nouveaux clients ou la rétention de clients existants. Moi, je me souviens, sans vouloir donner de nom, qu'à un moment donné, je faisais des achats sur on va dire un site internet, et il y avait très souvent des bugs, etc. Et comme les prix n'étaient pas chers, je continuais, mais franchement, ça a fini par tellement m'énerver, surtout, j'avais plus trop confiance que j'ai carrément arrêté de travailler avec cette plateforme. Voilà. Donc oui, ça peut vraiment casser un business en passant par la réputation. Ensuite, ça peut également avoir des conséquences négatives sur des décisions commerciales qui seraient erronées. Il faut savoir que les managers, surtout lorsque, on va dire, c'est un logiciel qui leur permet d'avoir des clients ou en tout cas que ça fait marcher l'économie de l'entreprise, eh bien, ils vont se baser sur la base de performances logicielles qu'on va leur donner, que l'équipe informatique va leur donner. Par exemple,
je reste dans la banque. Admettons que vous avez le virement immédiat. Voilà, virement immédiat, c'est immédiat. Voilà, c'est pas dans 2 heures. Si, eh bien, ça n'est pas le cas, voyez bien l'impact que ça peut avoir sur la banque, sur l'insatisfaction, on en a parlé, des utilisateurs, mais en tout cas, les décisions commerciales que pourrait prendre un manager en disant, bah, puisque c'est censé être immédiat, voilà quelle offre je peux proposer, ou alors on va mettre une règle métier qui veut que ben, dès que le virement il est réalisé, dès que la personne, l'utilisateur a cliqué sur le bouton, comme on sait que c'est immédiat, il y aura telle ou telle règle métier qui va s'appliquer, ou j'en sais rien, telle ou telle campagne emailing, etc. Eh bien, si en fait le virement immédiat n'est pas immédiat, mais dans 2 heures, eh bien, la décision commerciale peut être complètement différente. Voilà. Et on peut avoir même des retours de bâton assez sévères. Donc, je ne vais pas donner trop de détails là-dedans parce que je ne suis pas une experte en banque. C'est des exemples totalement factices que j'ai en tête à l'instant T où je vous fais la vidéo qui, j'espère, va vous aider à mieux comprendre en fait cet impact de ne pas faire de test de non-régression sur les décisions commerciales de l'entreprise. Et puis, autre chose, c'est la non-conformité et au niveau des questions légales. Alors ça, moi qui ai travaillé dans des secteurs très, on va dire, contraints par les réglementations, que ce soit locales ou internationales, eh bien, il faut vraiment savoir que dans certains secteurs, ne pas détecter les régressions peut entraîner des violations de la conformité, exposant ainsi l'entreprise à des pénalités légales ou financières. Alors je vous ai parlé de l'aéronautique, mais également dans l'exploitation des autoroutes, où il y a derrière des contrats cadres avec l'État. Si d'un coup, le système d'aide à l'exploitation de l'autoroute introduit parce qu'on a rajouté des fonctionnalités ou des composants ou corrigé des bugs, ben en fait, les messages sur les panneaux à messages variables suivent plus la charte qui est prévu ou ne s'affiche plus comme prévu, ou alors que la radio 107.7, le journaliste ne reçoit plus certaines informations, donc il y a eu des régressions, et bien là, typiquement, on viole le contrat cadre avec l'État et ça peut causer de gros problèmes. Voilà. Donc vraiment, en intégrant les tests de non-régression dans le processus de développement de ces logiciels et d'une manière générale de ces produits, donc, parce que là je parle des logiciels, mais quand on est business analyst, on peut aussi intervenir dans des cadres qui ne sont pas des systèmes d'information. Eh bien, ces tests de non-régression permettent à l'entreprise de minimiser les risques et de sécuriser la qualité du produit, logiciel ou non, la satisfaction de ses clients et sa position concurrentielle. Donc, vous voyez, quand on parle de tests de non-régression en business analyse, on va bien au-delà de la simple exécution ou de cas de test de non-régression. Il faut vraiment avoir ça en tête. Alors, je vais quand même vous parler aussi des outils de test de non-régression. Donc ça, c'est une troisième partie. Ça va vraiment être très bref, mais je veux vraiment vous introduire les outils et les technologies qu'on utilise souvent dans la mise en œuvre de tests de non-régression, parce que pour un business analyst, comprendre ces outils permet tout d'abord d'avoir un vernis, on va dire, technologique en matière de test, pour que ces mots qu'il va sans doute entendre dans les réunions avec l'équipe projet lui semblent suffisamment familiers pour pas être complètement largué lors de sa participation à ces réunions avec les développeurs, par exemple, et notamment quand vous participez à des réunions dans les projets agiles. Donc là, vous allez entendre tout le temps ce type de vocabulaire et de noms, en fait. Donc, bien entendu, je vais vous donner des noms qui sont à l'instant T, qui sont utilisés, des outils qui sont utilisés actuellement en octobre 2023 où je tourne cette vidéo. Ça change tout le temps, donc ne m'envoyez pas de mail en me disant hey, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel outil. Je ne suis pas une spécialiste. Moi, je peux juste vous dire en tant que business analyst qui ne suis pas spécialiste en test logiciel. En tout cas, il faut avoir ce vernis pour bien comprendre les équipes de test et ne pas être largué. Également, je pense aux product owners. Alors, les product owners, dans les projets agiles, qui vont gérer le product backlog. Dans le product backlog, ça ne sont pas que des user stories qu'on met dedans. Si c'est du chinois pour vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est normal, vous n'êtes pas encore formé. Rendez-vous sur mon site internet pour avoir des formations si vous le souhaitez, du coaching. Mais je ne peux pas aller dans le détail de tout, mais j'ai parlé du product owner. Vous pouvez aller voir des vidéos également pour en savoir plus. En tout cas, si vous êtes product owner et que vous devez gérer votre product backlog, il n'y a pas que des user stories à l'intérieur, il y a des items. Et parmi ces items, notamment, il y a comment garantir la qualité du logiciel cible. Et donc, dedans, ça serait par exemple mettre en place
des outils d'automatisation pour systématiser les tests de non-régression, par exemple. Donc, si vous êtes product owner et que vous n'êtes pas issu du monde technique, typiquement, vous pourriez ne pas avoir conscience que ça pourrait être des items à rajouter dans votre product backlog qui vont dans le sens d'une sécurisation de votre produit logiciel. Donc, c'est pour ça que cette petite partie très introductive sur les outils qu'on utilise en test de non-régression peut vous aider à vous poser certaines bonnes questions. Donc, il faut savoir que les tests de non-régression, en particulier dans un environnement en évolution rapide comme certains secteurs d'activité ou certains secteurs environnements méthodologiques de gestion de projet agile, eh bien, ça repose souvent sur des outils automatisés pour garantir l'efficacité et la cohérence. Alors, encore une fois, je vais vous donner juste quelques-uns des outils les plus utilisés actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, et c'est juste pour vous expliquer finalement la couverture du périmètre de ce type d'outil. Donc par exemple, on a un outil qui s'appelle Selenium. Je n'ai aucune action, aucun avantage, intérêt, bénéfice à citer ces outils. Je ne suis pas payée au clic à chaque fois que je les prononce. Donc c'est vraiment de la veille informationnelle que je vous transmets. Donc Selenium, c'est un outil qui est très populaire pour tester les applications web, qui automatise les navigateurs, qui permet aux équipes de simuler des interactions utilisateurs pour vérifier si les fonctionnalités existantes fonctionnent toujours après des modifications. Après, vous avez des outils qu'on a JUnit et TestNG, qui sont utilisés dans le développement Java et qui aident à écrire et à exécuter des tests répétables. C'est donc les tests répétables, c'est une action, une pratique qui est vraiment essentielle dans les tests de non-régression, puisqu'en fait, à chaque fois qu'on va livrer un composant, un incrément, une fonctionnalité, eh bien, il y a des tests, ces tests de non-régression, pour vérifier qu'on n'a pas cassé ce qui marchait avant, eh bien, on va les relancer à chaque fois. Donc, ces fameux tests répétables peuvent être réalisés à travers ces outils JUnit et TestNG. Ensuite, vous avez HP Quality Center, donc QC en petite abréviation, qui est proposé par Micro Focus et qui est une suite de tests complète qui gère les tests, y compris, donc pas que les tests de non-régression, mais y compris les tests de non-régression, et ce tout au long du cycle de vie du développement de logiciels. Après, vous pouvez aussi entendre comme outil lors des conversions avec les testeurs et les équipes techniques, un outil qui s'appelle IBM Rational Functional Tester, RFT en acronyme. C'est un outil de test automatisé qui est capable de tester des applications complexes. Et là, on va surtout le rencontrer dans des environnements où la stabilité est cruciale. Et après, un autre outil que j'ai noté, Test Complete. Cet outil permet donc des tests automatisés de logiciels de bureau, mobile et web, avec la possibilité de créer des tests sans nécessité de compétences en codage avancées. Et c'est là que ça peut être intéressant si vous êtes business analyst, spécialiste en test métier. Voilà. Donc tous ces tests dont je vous ai vraiment fait une intro super rapide, je vous laisse regarder si ça vous intéresse après sur Internet, les outils qui existent. Voilà, mais en tout cas, il faut savoir que ces outils ils aident les entreprises à mettre en œuvre des tests de non-régression de manière plus efficace et stable. Ils réduisent le temps nécessaire pour les tests, ils permettent une détection précoce des erreurs, ils aident également à maintenir une haute qualité de produit. Et puis, bien entendu, l'automatisation qu'ils offrent est particulièrement précieuse, encore une fois, dans les environnements méthodologiques agiles et DevOps. DevOps, donc ça, c'est pareil, il faudra que je fasse une vidéo, mais sinon, allez sur Internet, vous trouverez un peu plus d'informations sur ce que c'est. En tout cas, c'est des environnements où la rapidité et l'efficacité des développements sont prioritaires. Alors, en tant que business analyst, les connaître, ces outils, même d'avoir juste un vernis, en tout cas, ça permet de mieux comprendre les délais, les coûts et les ressources nécessaires pour les tests de non-régression, ce qui est crucial pour la planification stratégique et la gestion des risques dans le développement de logiciels. Et donc, notamment, si vous êtes chef de projet MOA ou product owner, eh bien, c'est ce type d'information que vous devez quand même connaître au minimum de manière superficielle. Voilà. Alors, je terminerai quasiment, avant la petite conclusion, sur certaines bonnes pratiques en matière de tests de non-régression, toujours focalisées sur la business analyse. Donc, si vous êtes BA spécialisé ou affecté sur des activités de tests de non-régression, la connaissance de bonnes pratiques, elle est vraiment essentielle parce qu'elle va influencer directement la qualité, l'efficacité et finalement la réussite et le taux de satisfaction des utilisateurs et du client final. Donc, je vous ai relevé quelques bonnes pratiques à mettre de mise en œuvre des tests de non-régression qui donc vont permettre de réduire les coûts et les délais, mais en même temps de ne surtout pas compromettre la qualité du logiciel.
Donc, première bonne pratique, on en a parlé, c'est l'automatisation des tests. Ça, c'est vraiment crucial pour les tests de non-régression parce que ça permet des vérifications rapides et efficaces des fonctionnalités existantes à chaque nouvelle itération du logiciel. Ces outils d'automatisation, ils peuvent donc exécuter des suites de tests répétitifs mais nécessaires, ce qui fait économiser un temps précieux et des ressources humaines parce que si c'est pas automatisé, ça veut dire que ces tests, ils sont manuels. Donc, des tests qui reviennent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, si c'est des sprints de 15 jours ou 30 jours et qu'à chaque fois, il faut répéter des batteries de tests manuellement, c'est pas faisable, tout simplement, dans la plupart du cas. Donc, ça veut dire, du coup, on va pas les faire, donc danger sur la qualité, ou alors on va mal les faire, ou alors ça va demander des ressources énormes ou ça va rajouter du délai. Donc, l'automatisation des tests, c'est vraiment quelque chose de crucial dans les tests de non-régression. Ensuite, une autre bonne pratique, c'est la sélection stratégique des cas de test. En fait, quand on a un logiciel, potentiellement, on pourrait tout tester. Mais tous les tests ne sont pas égaux. Pour les tests de non-régression, même les tests de manière générale, il y a vraiment des stratégies qu'on va mettre en œuvre pour tester la qualité logicielle. Donc, quand on va faire de la non-régression, on va pas tout tester. On va sélectionner donc des cas de test qui couvrent les fonctionnalités les plus critiques, les zones récemment modifiées et les parties du logiciel les plus susceptibles d'être affectées par les changements. Donc ça, c'est aussi une bonne pratique de bien sélectionner vos cas de test. Donc, je parle bien des cas de test de non-régression. Ensuite, la maintenance de la suite de tests. Parce que, bien sûr, ces tests-là de non-régression, ils vont être répétés sans arrêt. Donc, il faut garder la suite de tests de non-régression à jour, puisqu'à chaque fois, quand vous allez les relancer, c'est qu'il y aura eu un nouvel incrément, de nouveaux composants, de nouvelles corrections, etc. Donc, en gros, le logiciel, il aura continué d'évoluer, de grossir ou d'être corrigé. Donc, bien sûr, les tests de non-régression valables à un instant T, la fois d'après, ils sont peut-être plus valables. Donc, il faut vraiment les garder à jour. Il faut éliminer les anciens tests qui ne sont plus pertinents. Il faut ajouter également de nouveaux tests pour les nouvelles fonctionnalités et les changements. Donc, quatrième bonne pratique, c'est l'utilisation de données de tests appropriées. Parce qu'évidemment, si vous avez des scénarios, des cas de tests qui sont bons, mais que derrière les données de tests sont fausses, ça met en cause totalement les résultats du test. Donc, assurez-vous que les données utilisées pour les tests sont représentatives des données de production pour éviter des scénarios totalement irréalistes ou non pertinents. Cinquième bonne pratique dans les tests de non-régression, c'est au niveau on va dire, des processus d'intégration continue. Donc, vous allez les intégrer, ces tests de non-régression, dans votre processus d'intégration continue pour que les tests soient exécutés automatiquement à chaque commit, donc à chaque fois qu'on va livrer du code, ce qui permet une détection rapide des régressions. Donc ça, vous ne le faites pas tout seul, bien entendu, vous êtes avec une équipe technique pour faire cela. Et puis, dernière bonne pratique, il y en a sans doute d'autres, moi j'ai relevé 6 bonnes pratiques, examen et analyse régulier. Donc après chaque cycle de test, vous allez examiner les résultats pour identifier les domaines à risque et vous allez réajuster les efforts de test en conséquence. L'analyse des tendances, des défauts et autres métriques, donc des KPI, ça peut vous aider à améliorer continuellement le processus de test. Donc là, on est vraiment orienté à chaque fois sur la plus-value côté métier. Voilà. L'équipe technique fait la même chose, mais côté de la fiabilité technique du logiciel. Donc, c'est vraiment important d'essayer de suivre ces bonnes pratiques parce que vous allez pouvoir améliorer la qualité et la stabilité de vos produits logiciels sur lesquels vous travaillez en tant que BA. Et puis, vous allez gérer plus efficacement aussi le temps et les ressources, ce qui a un impact direct sur le projet et évidemment les résultats financiers du logiciel cible. Voilà. Donc, ça, c'est les bonnes pratiques. Et puis, juste avant de conclure, c'est pour conclure d'ailleurs, il faut garder en tête que si les tests de non-régression sont indispensables pour sécuriser la qualité logicielle, optimiser la satisfaction des utilisateurs et les résultats économiques de l'organisation, on a également des limites à ces tests de non-régression. Et donc, je vous les nomme très très rapidement, je ne vais pas dans le détail, mais par exemple, les coûts élevés, la complexité de la gestion des tests, une impression de fausse sécurité lorsqu'ils ne sont pas adéquats ou à jour, également la nécessité d'avoir des ressources importantes pour l'automatisation ou encore le risque d'obsolescence, j'en ai déjà parlé, ce qui ajoute autant de charges et de coûts continus. Donc, c'est vraiment une stratégie complète à mettre en œuvre et non pas une action ponctuelle ou dispersée. Notamment, c'est pour ça qu'il y a certains métiers comme QA, Engineer, qui sont spécialisés dans ce type de discipline et d'activité. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir mon travail, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo. Ça me montre aussi quelles sont les thématiques qui vous intéressent. Ça me permet aussi d'avoir des petits indicateurs pour savoir quelles thématiques je peux aborder de manière plus détaillée ultérieurement. N'hésitez pas à commenter aussi en apportant votre retour d'expérience parce que ça rajoute quelque chose de concret. Si vous êtes par exemple spécialisé dans les tests de non-régression et que vous voulez réagir, n'hésitez pas à partager votre expérience parce que derrière, ceux qui regardent les vidéos sont souvent des gens en reconversion ou qui ont peut-être jamais fait ça. Et donc, votre expérience peut donner des informations complémentaires de valeur. Voilà, donc pour conclure également, vous voulez en savoir plus sur le métier de business analyst, vous voulez vous former, vous professionnaliser, je vous invite à aller regarder mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Vous y retrouvez toutes les formations que je propose, les coachings également. Vous trouverez également plein d'autres informations qui ne sont pas sur cette chaîne YouTube, des modèles gratuits à télécharger, des e-books, un livre blanc, etc., etc. Je vous laisse découvrir tout cela sur mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!